Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec l'Institut pour l'intelligence artificielle et les interactions fondamentales de la Fondation nationale pour la science des États-Unis, qui explore les liens entre intelligence artificielle et physique fondamentale. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, la physique de l'intelligence artificielle. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle, ou IA, se diffuse dans la société. Agent conversationnel, générateur d'images, mais aussi améliorateur de photographie de trous noirs et prédicteur de structures de protéines. Le 8 octobre 2024, John Hopfield et Geoffrey Hinton reçoivent le prix Nobel de physique pour leur contribution dans ce domaine. Mais pourquoi un prix Nobel de physique sur l'intelligence artificielle ? Dans cette vidéo, nous ne parlerons ni des applications concrètes de l'IA, ni des questions éthiques et sociétales qu'elle soulève, mais plutôt des principes de base derrière ces algorithmes. Nous allons voir qu'il existe des liens inattendus avec le magnétisme et la physique des particules. Ensemble, plongeons dans la physique de l'intelligence artificielle. Nous sommes en 1920 et le physicien allemand Wilhelm Lenz propose un exercice de physique à son étudiant, Ernst Ising. Le professeur demande à Ising d'étudier un modèle pour tenter de comprendre le magnétisme dans certains matériaux comme le fer, qui peuvent former des aimants permanents. Un bloc de fer est composé d'atomes, dont les électrons génèrent de minuscules champs magnétiques qu'on appelle leur spin. Ils peuvent grossièrement exister dans deux états, soit up, soit down. Pour schématiser cette structure, Ising considère une grille d'atomes portant chacun un spin, up ou down. Il s'intéresse à l'évolution de ce réseau au cours du temps. Premièrement, la température ambiante fait fluctuer les spins de façon aléatoire. Deuxièmement, les spins adjacents dans la grille ont tendance à s'aligner, car cette configuration requiert moins d'énergie et est donc plus stable. Peu à peu, on voit ainsi apparaître des domaines magnétiques, dans lesquels les spins s'alignent les uns avec les autres. Enfin, si l'on active un champ magnétique externe, tous les spins ont tendance à s'aligner avec ce champ, transformant le bloc de fer en un aimant à grande échelle. Le modèle d'Ising permet ainsi d'appréhender certains phénomènes de ferromagnétisme. Pour mieux comprendre ce modèle, on peut l'imaginer comme une bille roulant dans un paysage vallonné. La position de la bille représente la configuration du réseau à un instant précis. Son altitude représente l'énergie associée à cette configuration. Au fil du temps, la bille roule vers des configurations d'énergie plus faibles, plus stables, à mesure que les spins s'alignent les uns avec les autres et que le réseau se relaxe. Avançons un peu dans le temps. Nous sommes désormais en 1982, en plein essor de l'informatique. L'Américain John Hopfield s'inspire alors du modèle d'Ising pour construire un nouvel algorithme capable de mémoriser des motifs. Plutôt que des atomes, le réseau de Hopfield représente désormais des neurones artificiels, qui peuvent être activés ou non. Ces neurones sont tous connectés les uns aux autres, un peu comme des synapses dans un cerveau. Comme les spins, les neurones interagissent les uns avec les autres. Mais cette fois, chaque synapse possède un coefficient qui régit l'influence entre les neurones qu'elle relie. Certaines synapses ont un coefficient positif, poussant les neurones à s'aligner dans un même état. D'autres ont un coefficient nul, et les neurones ne s'influencent pas. Tandis que d'autres encore portent un coefficient négatif, poussant les neurones à adopter deux états opposés. Comme avant, le réseau évolue. Chaque neurone reçoit la somme des valeurs provenant de chaque synapse et il s'active ou non selon un certain seuil d'activation. Au cours du temps, le réseau progresse ainsi vers une situation plus stable, de plus faible énergie. Le grand intérêt de ce modèle est qu'il est possible de modifier finement tous ces paramètres. Par exemple, si l'on inverse ces trois coefficients, le réseau n'est plus à l'équilibre, il devient instable. Le paysage énergétique est affecté par ce changement et en se relaxant, le réseau va trouver une nouvelle configuration d'équilibre. Autrement dit, ajuster les coefficients des synapses permet de sculpter le paysage des configurations à notre guise.
En particulier, on peut creuser des puits autour de certaines configurations de notre choix, décrétant que ces configurations deviennent des points d'équilibre et que le réseau doit converger vers l'une d'entre elles. Hopfield construit ainsi un réseau capable de mémoriser des motifs, car lorsqu'on le lâche depuis un état initial, le réseau va naturellement converger vers le motif mémorisé dont il est le plus proche. Un outil puissant qui permet à la machine d'apprendre. Au fil des années, d'autres scientifiques, comme Geoffrey Hinton, ont continué de développer ce modèle, menant peu à peu aux IA que l'on connaît. Encore aujourd'hui, l'intelligence artificielle repose sur ces réseaux de neurones, dans lesquels l'information se propage de synapse en synapse. Pour que ces réseaux fonctionnent, on commence par les entraîner avec de nombreux exemples afin d'ajuster peu à peu leurs paramètres et qu'ils mémorisent les motifs récurrents. C'est l'apprentissage automatique. Nous avons vu que la physique a influencé le développement de l'intelligence artificielle. Mais il s'avère qu'il existe un autre lien, peut-être moins connu, entre les réseaux de neurones et la physique fondamentale. Pour le comprendre, nous allons devoir faire une parenthèse technique. Regardons ce réseau de neurones. Il prend deux valeurs en entrée, les transforme et produit un résultat. En somme, le réseau agit comme une fonction mathématique qui prend deux nombres en entrée et retourne un nombre en sortie. On peut représenter les deux valeurs d'entrée comme un point en deux dimensions. Notre réseau de neurones se comporte ainsi comme un champ, associant une valeur à chaque point de l'espace. En physique, les champs sont très utiles pour décrire la température dans l'atmosphère, la vitesse dans un fluide, ou encore la gravité. Dans notre cas, les valeurs du champ dépendent des paramètres du réseau. En les ajustant, on obtient des valeurs différentes. Concentrons-nous sur un point. Pour l'instant, le réseau lui assigne une certaine valeur. Si l'on change les paramètres du réseau, on obtient d'autres résultats. Faisons varier les coefficients au hasard et regardons la superposition de tous les résultats. Parmi toutes les valeurs, on constate que certaines apparaissent plus souvent que d'autres. Les valeurs données par le réseau suivent une certaine distribution statistique. On a plus de chances d'obtenir certaines valeurs plutôt que d'autres. Bien sûr, la distribution des valeurs n'est pas la même si l'on regarde un autre point. Elle change également si l'on augmente le nombre de neurones dans le réseau. À mesure que le réseau s'élargit, la distribution évolue. Mais au fil du temps, elle semble de plus en plus lisse. Étonnamment, la distribution des valeurs semble converger peu à peu vers une courbe en cloche, ce que les mathématiciens appellent une distribution gaussienne. Et de façon surprenante, ceci est vrai pour toutes les valeurs d'entrée. Et ce, quel que soit le nombre de couches dans le réseau. Ainsi, presque tous les réseaux de neurones convergent vers ce type de distribution lorsqu'ils deviennent infiniment larges. Tout ceci est établi depuis une trentaine d'années. En 1995, un étudiant de Geoffrey Hinton, Radford Neal, découvrait que les réseaux de neurones très larges tendent vers des processus gaussiens. Mais en 2020, une équipe du nouvel institut HiFi propose une correspondance inattendue entre ce phénomène et le comportement des champs quantiques en physique fondamentale. On l'a vu, un réseau de neurones peut être interprété comme un champ, associant un résultat à chaque point de l'espace. Mais en physique quantique, le comportement des particules qui composent la matière et régissent les interactions est décrit par des champs quantiques, que l'on peut imaginer comme des champs dont la valeur fluctue de façon aléatoire. Les particules sont des perturbations qui se propagent dans ce champ quantique. Dans le modèle le plus simple de champ quantique, les particules sont indépendantes, elles n'interagissent pas les unes avec les autres. Dans cette situation, les valeurs du champ fluctuent selon une distribution bien précise, une distribution gaussienne. Autrement dit, un champ quantique sans interaction
se comportent de la même façon qu'un réseau de neurones infiniment large dont on fait varier les coefficients de façon aléatoire. Cela dit, dans la nature, les particules interagissent les unes avec les autres, et les physiciens calculent ces interactions en ajoutant de petites corrections au modèle précédent. De façon analogue, dans un vrai réseau de neurones qui n'est pas infiniment large, la distribution statistique des valeurs n'est pas parfaitement gaussienne, mais légèrement différente. Il faut prendre en compte des petites corrections. Des corrections similaires à celles que causent les interactions en physique des particules. Il existe ainsi une forte analogie entre le comportement des réseaux de neurones et celui des champs quantiques. À l'heure actuelle, la théorie des champs quantiques est notre meilleure description du monde, mais elle est extrêmement complexe à calculer. Par exemple, simuler le comportement des quarks au sein du noyau des atomes est déjà un défi colossal, même pour les supercalculateurs les plus puissants. Ainsi, les chercheurs pensent aujourd'hui que les réseaux de neurones pourraient offrir une nouvelle façon d'aborder ces problèmes. Ils permettent déjà de reproduire la statistique d'un champ libre, sans interaction. Mais les chercheurs sont également parvenus à reproduire d'autres types de champs avec des interactions, comme le modèle Phi4 dans lequel les particules interagissent 2 à 2, ou certains modèles de champs conformes respectant une certaine symétrie. Une approche fascinante qui n'est pas encore à même d'étudier des situations réalistes, mais qui propose une toute nouvelle piste pour aborder certains problèmes théoriques en physique des particules. Cette correspondance permet également d'étudier les réseaux de neurones en utilisant des outils issus de la physique, comme les diagrammes de Feynman, qui servent en général à étudier les interactions entre particules. Pour conclure, il existe de multiples liens entre physique et intelligence artificielle, et des modèles d'IA sont déjà utilisés en physique expérimentale pour débruiter les signaux d'ondes gravitationnelles ou analyser des données à la recherche de nouvelles particules, en physique théorique, pour résoudre des problèmes mathématiques, étudier les propriétés des champs quantiques ou explorer les multiples univers de la théorie des cordes, mais également en physique de la matière condensée, pour découvrir de nouvelles propriétés des matériaux ou simuler des transitions de phase. Et encore en astrophysique pour retracer la formation des structures cosmiques, reconstruire des images déformées par l'antigravitationnel ou même cartographier la matière noire dans les galaxies. Mais les outils de la physique peuvent également nous aider à mieux comprendre les IA, souvent perçues comme des boîtes noires difficiles à interpréter. Les notions physiques de paysage d'énergie, de champ quantique ou d'interaction offrent une passerelle pour traduire l'IA dans le langage de la physique.